Bonjour à tous. Alors je vous explique, le but de cette vidéo est de vous accompagner dans votre travail à la maison de manière à ressembler le plus possible à un cours classique qu'on ferait en classe, à la différence bien sûr que vous allez pouvoir faire pause sur cette vidéo à différents moments pour par exemple noter la correction, noter la conclusion, etc. Et bien sûr le but du jeu c'est que votre cahier soit complet pour la semaine prochaine et que vous ayez tout le contenu qui a été fait par vos camarades pour être au même niveau. Alors on reprend où on en était, c'est parti. Donc chapitre 8 sur les mélanges. On était en train la dernière fois de faire une activité expérimentale sur la solubilité. Donc on avait fait une expérience tous ensemble, vous aviez essayé de dissoudre du sel dans de l'eau pour essayer de trouver le moment auquel le sel n'arrive plus à se dissoudre. Donc je vous rappelle, vous aviez tous ces documents, donc vous avez normalement l'activité qui est déjà dans vos cahiers. Et donc le but du jeu c'était de bien sûr pour aujourd'hui de répondre aux différentes questions. Donc réaliser l'expérience, compléter le tableau. Normalement vous devriez avoir un tableau qui ressemble à peu près à ça. Donc certains avaient une solubilité qui variait aux alentours de 15 ou aux alentours de 18. En général la bonne réponse c'est plus aux alentours de 18, mais comme on est dans le domaine de l'expérience, il est possible que vous ayez eu 15, c'est pas très grave, au pire vous faites les calculs avec votre valeur expérimentale. Dans la question 2, on vous demandait d'estimer la solubilité du sel dans l'eau à température ambiante. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a déterminé en faisant ça? On a déterminé que le sel est soluble dans l'eau jusqu'à une certaine limite, qu'on appelle le point de saturation. À ce moment-là, la solution, quand elle est saturée, on ne peut plus venir mettre plus de sel à l'intérieur. Et on a trouvé donc que la masse maximale de sel qu'on peut dissoudre dans 50 ml d'eau était donc de 18 grammes. 18 grammes pour 50 ml. Le but du jeu, ça va être de transformer ça. Parce que si vous regardez la définition de la solubilité dans votre activité, dans le vocabulaire, vous voyez que c'est la masse maximale de solide que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant de façon à obtenir une solution homogène. Bien sûr, donc il faut que tout le sel soit dissous et c'est pour 1 litre. Ici, on a fait pour 50 ml. Il faut donc déterminer ce que ça fait pour 1 litre. Il suffit juste donc de se demander combien de fois j'ai 50 ml dans 1 litre. 2 fois 50 ml, ça fait 100 ml. Et combien de fois il y a 100 ml dans 1 litre? 10 fois. Il nous faut donc en tout 20 fois 50 ml pour obtenir 1 litre d'eau. Il nous suffit donc après de multiplier ces 18 grammes par 20 pour savoir la masse de sel maximum qu'on pourra dissoudre dans 1 litre d'eau. Bien sûr, on aurait pu directement faire l'expérience avec 1 litre d'eau, mais ça aurait nécessité beaucoup d'eau et surtout beaucoup de sel à dissoudre et ça aurait pris du temps de tout dissoudre. De ce fait-là, ça vous donne la réponse suivante. La masse maximale que l'on peut dissoudre est d'environ 360 grammes. Si on regarde par rapport au document qu'on vous avait fourni, vous voyez que ça correspond à 20 degrés Celsius, à peu près à la valeur qu'on devait trouver en théorie. 358,5 grammes par litre. Donc on est cohérent. Donc bien sûr, si pour prendre la correction, vous faites une pause sur cette vidéo et vous prenez la correction. Donc la question 3, vous demandez si la température a une influence sur la solubilité d'un corps pur. Donc d'après le document 2, on voit que la solubilité du sucre et du sel dans l'eau augmente avec la température. Vous voyez ce document 2 ici. Donc on voit qu'à 0 degré on est à 357 grammes par litre, à 20 degrés 358,5, etc., etc. Donc on voit bien que la solubilité varie et en particulier augmente avec la température. On pouvait donc répondre que oui, la solubilité augmente avec la température. Pour vous donner un exemple, la solubilité du sucre dans l'eau c'est 1,8 kg par litre à 0 degré et 4,8 kg par litre à 100 degrés. Donc ça a bien une influence sur la solubilité d'un corps pur. C'est pour ça qu'on chauffe, pour pouvoir dissoudre plus de sucre ou plus de sel, ou en tout cas que ça se dissolve plus facilement. Et enfin, question 4, on vous demandait peut-on encore dissoudre du sel dans la mer morte? Donc là, il suffisait de regarder le document qui était à votre disposition ici, le document 3, et on vous expliquait que la mer morte est saturée en bord de mer, 275 grammes par litre. Attention, les solubilités qu'on vous donne ici sont pour de l'eau pure. L'eau de la mer morte n'est pas pure, donc la solubilité n'est pas exactement la même valeur que celle qu'on a en théorie dans de l'eau pure. On ne peut pas forcément dissoudre exactement la même quantité de sel dans la mer morte que ce qu'on pourrait dans de l'eau pure. C'est le cas ici, on vous dit qu'elle est saturée à 275 grammes par litre. Donc vous voyez qu'on peut dissoudre moins de sel par litre d'eau que ce qu'on peut normalement dans de l'eau pure. Toujours est-il que on vous précise qu'elle est saturée, ça veut dire qu'on ne peut pas en dissoudre plus. De ce fait-là, on pouvait répondre que la mer morte est saturée en sel en bord de mer, donc on ne peut plus dissoudre de sel dans la mer morte. Voilà pour cette activité. Donc après ça, on va écrire la conclusion. Donc, je vous laisse faire une pause et recopier la conclusion dans votre cahier. Qu'est-ce qu'on a appris de notre activité? On a appris que le mélange homogène obtenu par dissolution d'un solide dans un solvant est une solution. C'est-à-dire que là, dans le cas présent, le solvant c'était l'eau. Et l'ensemble eau plus sel, ça s'appelle la solution. Et par contre, le solide dissous, on l'appelle le soluté. Dans notre cas, c'était le sel. Quand un solide ne peut plus être dissous dans une solution, on dit qu'elle est saturée. On atteint alors sa solubilité, qu'on exprime en grammes par litre. Ensuite, on va faire ensemble un petit exercice.
Donc voici l'exercice 1. Vous pourrez le trouver sur Pronote pour pouvoir l'imprimer si vous voulez chez vous. Si jamais vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, laissez une place dans votre cahier pour le coller et répondez à l'exercice à côté et je vous donnerai les feuilles quand on se reverra la semaine prochaine. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, on aurait dû avoir normalement une interro en QCM. C'est pas grave, l'interro, on la fera la prochaine fois. Donc attention pour la prochaine fois où on se voit, de réviser la leçon du chapitre 7 de manière à pouvoir faire le QCM correctement. Donc je vous laisse faire l'exercice, faites une pause et dès que vous avez terminé, relancez la vidéo, on va faire la correction. Alors donc pour la correction, voici ce que ça donne. Donc Stéphane achète un sachet de potage déshydraté soluble dans l'eau. Le soluté, donc ce qu'on dissout à l'intérieur, c'est le potage, le solvant c'est l'eau. Pour Brenda et son vernis à ongles, c'est le vernis à ongles soluté, le dissolvant et le solvant. Et enfin pour Mylène, c'est le chocolat en poudre, le soluté et le solvant et le lait. Voilà. On a un exercice 2 également. Cet exercice, par contre, vous allez le faire pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est vos devoirs pour la semaine prochaine. Même chose, il est sur Pronote et même principe. Vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, répondre sur votre cahier en laissant une place pour coller votre exercice. Et je vous donnerai la feuille la prochaine fois. Alors, on va passer au grand 2, miscibilité. Et on va l'illustrer avec une activité documentaire. L'activité documentaire numéro 7, comment fonctionne une station d'épuration. Donc pareil, cette activité elle est sur Pronote, vous pouvez l'imprimer et la coller pour compléter votre cahier. Ou alors laisser une place de 2 pages pour pouvoir coller l'activité dans vos cahiers et je vous la donnerai la prochaine fois. Et vous répondez à la suite. Donc on va d'abord regarder une petite vidéo et ensuite on va commencer l'activité ensemble. Eh bien, pour nettoyer les eaux usées de tous ces déchets, on fait tout simplement passer l'eau à travers des grilles avec des trous de plus en plus petits. C'est le dégrillage. Les déchets récupérés sont envoyés à la décharge. Une fois ces déchets supprimés, il reste 2 types de polluants. Ceux en suspension dans l'eau et ceux dissous dans l'eau. L'étape qui suit le dégrillage permet de se débarrasser des corps en suspension. Elle vise les polluants plus légers que l'eau, comme les huiles, et les polluants plus lourds que l'eau, comme le sable issu par exemple de l'usure des canalisations. Et pour les récupérer, c'est facile. Les corps plus légers que l'eau remontent à la surface et ceux plus lourds se déposent au fond. On fait donc passer l'eau dans un bassin de décantation où l'eau circule très lentement. Le sable qui se dépose au fond du bassin est pompé et des grandes pales tournantes raclent la surface de l'eau pour évacuer les huiles dans des goulottes prévues à cet effet. Et voilà. Maintenant, vous avez pu voir le fonctionnement d'une centrale d'épuration. Vous voyez, c'est pas très compliqué et ça se base sur des propriétés de physique-chimie qui sont relativement simples, dont justement la miscibilité dont on va parler dans cette activité. Alors, donc, vous avez différents documents dans cette activité. Vous avez la production domestique moyenne d'eau usée, un test de miscibilité de différents liquides, c'est-à-dire que on les mélange et on voit ce qui se passe. Vous avez également le principe des étapes de traitement des eaux usées dans une centrale d'épuration. Donc un peu le même principe que ce qu'on vient de voir dans la vidéo, un peu plus détaillé et avec le texte correspondant. Je vous laisse lire les différents documents. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo et ensuite on va répondre aux questions. Alors on va commencer par répondre à la question 1. Le but du jeu, ça serait que vous ayez fini de répondre au moins à la question 1 et les questions 2, 3, 4, 5, on les fera ensemble à la prochaine séance de cours qu'on aura. Donc là, il va falloir que vous fassiez l'évaluation de votre propre production d'eau usée quotidienne en vous servant de ce fait-là du document 1 qui vous est précisé ici. Donc essayez d'estimer un petit peu l'eau que vous utilisez pour votre douche ou le bain, les chasses d'eau, les boissons, la cuisine. Essayez de voir un petit peu combien de litres d'eau vous utilisez par jour. Bien sûr, chacun aura une valeur différente en fonction de son utilisation quotidienne. Voilà, je vous laisse faire. Allez-y. Voilà, normalement maintenant vous avez fait votre production d'eau usée quotidienne. Ça nous termine ce cours pour ce vendredi. Donc on continuera tout ça la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, vous faites l'exercice 2 que je vous ai donné tout à l'heure. Et puis vous relisez comme d'habitude le cours. Et n'oubliez pas les questions QCM que vous n'avez pas eues pour aujourd'hui. Donc pour les questions flash, révisez bien votre chapitre 7. À la semaine prochaine et prenez soin de vous.